Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc, la vidéo d'aujourd'hui est un type de vidéo que ça fait très longtemps que j'ai fait, mais que j'ai décidé de ramener sur la chaîne un peu plus souvent, c'est-à-dire une vidéo où je vous explique un trade de A à Z. Donc, littéralement, c'était quoi mon analyse, comment j'ai pris la position, comment je l'ai géré. Bref, je vais vraiment vous expliquer un trade en détail. L'objectif, c'est de vous apporter le plus de valeur possible en vous montrant exactement comment je trade sur les marchés. Normalement, c'est le genre de contenu que je réserve beaucoup plus à nos étudiants dans notre programme de coaching parce que littéralement dans le programme, j'explique tous mes trades en direct. Donc, ce que vous allez voir aujourd'hui, c'est en quelque sorte un aperçu de ce que les étudiants au sein du programme ont accès. Mais donc, comme j'ai dit, le but, c'est vraiment de vous montrer bien, comment qu'on trade en tant que trader professionnel. Ça fait presque 9 ans que je fais ça. Ça fait 5 ans que je trade à temps plein. Et donc, je vais vous montrer exactement comment je réfléchis pour construire mes idées de trade. Donc, guys, si vous êtes excité pour la vidéo d'aujourd'hui, mettez un gros like. J'apprécierais beaucoup. C'est le retour des trade breakdown sur YouTube. Donc, avec le nombre de likes, je vais me fier à ça pour voir si vraiment c'est le genre de vidéo que vous aimez et que vous voulez revoir dans le futur. Et évidemment, assurez-vous d'être abonné à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Donc, sans plus tarder, allons sur les graphiques et regardons ensemble ce trade. Donc, premièrement, comme on peut voir ici à l'écran, je suis sur CAD CHF, c'est-à-dire le dollar canadien contre le franc suisse. Donc, ça, c'est l'une des paires de devises qu'on peut trader sur le marché du Forex. Personnellement, je trade les indices boursiers, le Forex et les matières premières. Donc, c'est vraiment les trois marchés sur lesquels je vais me concentrer. On a beaucoup d'étudiants qui vont également transiger les actions et les crypto-monnaies. Donc, on peut trader pas mal n'importe quel marché. Moi, personnellement, je vais vraiment me concentrer donc sur les trois que je vous ai mentionnés. Donc, ici, on a, comme j'ai dit, donc le dollar canadien contre le franc suisse. Et le trade que j'ai fait était à la hausse, c'est-à-dire aux alentours d'ici jusqu'à ces niveaux-là. Donc là, avant de vraiment rentrer dans le trade en lui-même, comment je l'ai pris, etc., on va commencer par établir un contexte. C'est vraiment très important de faire ça quand on trade, c'est-à-dire de savoir, bien, où est-ce qu'on en est en général. OK? Qu'est-ce qui s'est passé dans les derniers mois? Qu'est-ce qui s'est passé récemment? Qu'est-ce qu'on s'attend pour la suite des choses? C'est tout le temps comme ça qu'on doit commencer son analyse, c'est-à-dire de vraiment bâtir en fait une vision du monde par rapport à où est-ce qu'on est et qu'est-ce qui a le plus de chances d'arriver par la suite. Le trading au final, et ça c'est très important de le comprendre, c'est tout simplement un jeu de probabilité. C'est-à-dire que l'objectif, à chaque fois qu'on prend un trade, c'est d'avoir plus de chances de faire de l'argent que d'en perdre. Et si on est capable de répéter ça sur du long terme, eh bien, on est rentable. Et donc, moi, personnellement, la façon que je vais analyser les graphiques et comment je vais justement bâtir mes idées de trade, c'est en deux étapes. La première étape, c'est ce qu'on appelle l'analyse fondamentale, c'est-à-dire la macroéconomie. Donc, les taux d'intérêt, les politiques monétaires, les événements mondiaux, etc. Donc, je vais vraiment regarder, en fait, qu'est-ce qui se passe dans le monde et comment ça va impacter les marchés. Et donc, ça, mon analyse fondamentale, ça va me donner la direction dans laquelle je pense que le marché a plus de chances d'évoluer. Donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, ça va être de regarder donc les graphiques en eux-mêmes et de trouver justement un niveau intéressant où ce que je vais pouvoir rentrer dans le trade et exprimer mon idée fondamentale. Et donc ça va plus me donner le timing, c'est-à-dire quand est-ce que je prends la position qui, elle, est basée sur mon idée fondamentale. Donc ça, c'est super important de comprendre la relation entre le fondamental et le technique. On a tout le temps besoin d'utiliser les deux pour avoir une bonne analyse. Et ce que je viens de vous expliquer, c'est exactement comme ça que n'importe quelle institution va travailler. Donc personnellement, avec mes mentors, j'ai eu la chance d'aller sur le trading floor de RBC à Montréal. On est allé à la Caisse de dépôt et placement du Québec, qui est le plus gros fonds ici au Québec. J'ai fait plein d'institutions, plein d'événements. Donc, j'ai vraiment un très bon cercle de personnes que je connais qui travaillent dans des institutions et c'est moi-même dans ces endroits que j'ai appris. Et je vous confirme donc que ces institutions-là, les personnes qui font beaucoup d'argent sur les marchés, c'est exactement comme ça qu'ils travaillent, c'est-à-dire l'analyse fondamentale, l'analyse technique. On les met ensemble, on essaie de trouver le moment optimal pour exprimer son idée fondamentale qui, elle, vient optimiser les probabilités. Et c'est comme ça qu'on est capable d'être rentable, tout simplement. Donc, si on s'en va sur le marché et qu'on commence donc, comme j'ai dit, par l'analyse fondamentale. Donc, on va enlever un peu tout ce qui est par rapport à l'analyse technique et on va vraiment essayer de comprendre un peu plus le contexte. OK? Donc là, on est sur 4 CHF. Si on regarde un petit peu plus récemment, qu'est-ce qu'on avait eu? Donc ici, on voit qu'on avait des points hauts en mai, juin à peu près 2022. Et on voit qu'on avait une très belle tendance baissière
qui était quand même bien soutenue. Cette tendance baissière-là a plusieurs raisons de pourquoi on a eu un tel mouvement. Je vous dirais que la raison principale, c'était premièrement que le franc suisse était très fort durant cette période de temps et également qu'on avait un pétrole beaucoup plus faible. Et le dollar canadien, c'est ce qu'on appelle une commodity currency. En français, ça veut dire une devise reliée à une matière première qui est donc le pétrole. Si on regarde le mouvement du dollar canadien et le mouvement du pétrole, on va observer une forte corrélation entre les deux, tout simplement parce que le pétrole est très important pour l'économie canadienne. Donc, ça fait que si la paire de devises CAD CHF descend, c'est que la deuxième devise, donc le franc suisse, prend de la valeur par rapport au dollar canadien. Ce qui est tout à fait logique parce que le franc suisse était très fort donc durant cette époque et le pétrole était faible et donc le dollar canadien était faible aussi à ce même moment, tout simplement. Et donc c'est ça qui nous a donné la tendance baissière qu'on avait. Et donc moi, ce que j'avais fait, c'est que j'avais tout simplement analysé la tendance baissière qu'on a juste ici et je me disais qu'éventuellement, si on a vraiment un changement fondamental et qu'on a des vraies raisons de croire que la paire pourrait se retourner, eh bien, je serais intéressé potentiellement à prendre un trade à la hausse pour exprimer cette idée-là. Okay? Donc, si on s'en va maintenant sur un graphique journalier et qu'on recule un peu dans le temps, donc on peut revenir là, par exemple juste ici, eh bien, quand on était juste ici sur la paire, eh bien, j'avais pas grand-chose à faire, tout simplement parce qu'on était encore en tendance baissière. Et je vous dirais même qu'à ce moment-là, j'étais plus baissier parce que justement, on était encore en tendance baissière, on n'avait pas de raison fondamentale de penser qu'on allait se retourner ou quoi que ce soit. Et cette paire-là, d'ailleurs, je l'avais très bien tradée à la baisse là, à plusieurs reprises. Bref, c'est pas ça le sujet. Ici, j'étais donc encore baissier et l'idée de trade que je vais vous présenter aujourd'hui n'avait pas concrètement fait surface à ce moment-là. Donc, si on avance un peu plus et qu'on observe qu'est-ce qui s'est passé sur le marché, je vais vraiment vous détailler exactement comment mon idée a évolué au fil du temps, parce que c'est tout le temps comme ça que je vais prendre mes positions. Je vais avoir une idée, on va dire, un peu précoce, et par la suite, cette idée-là va évoluer jusqu'à temps qu'elle se concrétise réellement par la suite. Donc ici, je n'avais pas vraiment d'idée de trade ou quoi que ce soit. Et si on avance donc un petit peu, on voit que la première chose que j'ai trouvée très intéressante, c'était juste ici. C'est-à-dire qu'on voit que le marché a commencé à remonter et on est venu toucher la ligne de tendance baissière que j'ai donc tracée entre le point haut juste ici avec ce point ici. Okay? Donc, on voit qu'on est revenu toucher la ligne de tendance baissière. Et donc, sur ce niveau-là, eh bien, techniquement parlant, c'est un niveau qui est très important. Et donc, je voyais, purement d'un point de vue technique, encore une fois, ici, pour simplifier la chose, deux possibilités. C'est-à-dire que soit on respecte ce niveau et qu'on repart à la baisse, ou alors, soit qu'on vient faire une correction et qu'on brise à la hausse. Donc ça, d'un point de vue technique, c'était les deux options. Maintenant, comme j'ai dit, le technique en lui-même ne vient pas nous donner la direction. Le technique va juste nous dire lequel des deux est en train de se concrétiser, mais on a besoin de l'analyse fondamentale pour voir lequel des deux côtés, donc, on veut prendre le trade, tout simplement. Maintenant, à ce moment-là, donc, j'étais encore un peu loin de concrétiser une idée de trade parce que, comme j'ai dit, il fallait que j'attende de voir si on allait repasser plus en négatif ou si on allait faire une correction pour remonter. Donc, j'avais encore un petit peu de temps devant moi pour former une idée de trade. Donc, si on avance un petit peu plus les choses, et là, on va même aller sur un graphique de 4 heures parce que c'est vraiment là-dessus que j'ai structuré mon trade. Donc là, on voit qu'on avait remonté, on avait touché à la trendline juste ici. Donc maintenant, si on fait un petit peu avancer le graphique, on voit que pour l'instant, on respecte un peu la trendline. On voit qu'on commence à rebaisser. Bon, rien de très particulier pour l'instant. On remonte un peu, on revient encore une fois se poser sur la trendline. On voit que c'est respecté encore une fois, mais on a aussi la trendline haussière juste ici. Donc, il faut vraiment attendre de voir lequel des deux côtés ça va briser. Et il y a encore un peu de travail à faire pour avoir l'une de ces deux choses-là. Donc, on attend, on revient sur la trendline encore une fois. On ne fait pas grand-chose. On commence à baisser. On baisse. OK. On atteint l'autre trendline. On voit que pour l'instant, ça a réagi un petit peu. À ce moment-là, je vous dirais que l'idée de trade que j'avais commence à se concrétiser. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que quand on trade une paire de devises, donc ici, le dollar canadien contre le franc suisse, ce qu'on trade vraiment, en réalité, c'est ce qu'on appelle une divergence de politique monétaire. Concrètement, ce que ça veut dire, c'est que chacune de ces devises-là, eh bien, derrière la devise, il y a ce qu'on appelle donc la politique monétaire, c'est-à-dire la banque centrale qui va déterminer notamment les taux d'intérêt. Il y a d'autres mesures également, mais pour simplifier le tout, on va parler des taux d'intérêt. Et donc, les taux d'intérêt
ont un grand impact sur les devises, tout simplement parce que ce qu'on va regarder, c'est la divergence, ou en d'autres termes, on pourrait dire la différence entre les deux devises dans la paire, et c'est ça qui va nous donner une meilleure idée de comment les choses peuvent évoluer pour la suite. Donc, qu'est-ce que je veux dire concrètement par rapport à ça? Eh bien, ici, ce qu'il faut comprendre, c'est que le franc suisse, comme j'avais dit, avait été très fort. Mais ce qui arrive, c'est que le franc suisse, si on regarde un petit peu plus les données économiques, on aurait pu s'attendre à une baisse des taux d'intérêt. Et vous allez voir que c'est exactement ça qui est arrivé, mais c'était un peu l'idée qui commençait tranquillement à traverser mon esprit. Pourquoi est-ce qu'on pouvait s'attendre à ça? Eh bien, si on regarde premièrement les taux d'intérêt, et on verrait un peu la même chose pour la plupart des monnaies, eh bien, on voit que les taux d'intérêt, donc ici, on est en Suisse, là, comme j'ai dit, avaient très bien remonté au courant de 2022 et 2023. Pourquoi? Tout simplement parce que l'inflation, d'un point de vue mondial, avait beaucoup monté et donc les banques centrales ont essayé de monter les taux d'intérêt pour ralentir et même faire rebaisser l'inflation par la suite. Okay? Et donc là, on voit que les taux d'intérêt avaient très bien monté. Maintenant, si on va voir les données de l'inflation, et c'est ça qui est important de comprendre, l'objectif d'une banque centrale, c'est d'avoir une inflation aux alentours de 2% annuel. Donc l'inflation, c'est-à-dire la hausse des prix des biens et services dans l'économie. C'est quelque chose qui est normal, c'est quelque chose qui est voulu pour une économie. On veut avoir de l'inflation parce que si on n'a pas d'inflation, eh bien, ça veut dire qu'on a un ralentissement, on a une baisse des prix et ça, c'est littéralement la pire chose qui pourrait arriver. Donc, l'inflation, c'est normal, c'est correct et c'est voulu, mais on veut que ça reste aux alentours de 2%. Et donc, c'est pour ça que les banques centrales avaient augmenté les taux d'intérêt parce que l'inflation avait monté beaucoup plus haut que 2%. Et ça devient également problématique. Si tout est en train d'augmenter et que tout coûte de plus en plus cher, eh bien, ce n'est pas forcément quelque chose qu'on veut forcément avoir non plus. Et donc, si on regarde ce qui est arrivé avec l'inflation en Suisse, eh bien, on va se rendre compte que oui, l'inflation avait monté. On voit qu'on avait atteint là, aux alentours à peu près de 3,4 et même 3,5 annuel. Donc, on était un peu plus haut que l'objectif de 2%. Mais c'était rien de si extrême que ça, parce que, par exemple, aux États-Unis, on a monté jusqu'à à peu près 8%. Et dans d'autres économies, on avait aussi atteint 5, 6, 7, 8%. Et donc, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, il est arrivé que l'inflation a rebaissé, et on a vu ça également pour la plupart là, des autres monnaies. Mais donc, on peut voir que le franc suisse et donc son économie, eh bien, c'est vraiment la première qui a autant rebaissé par rapport à l'inflation. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si l'inflation a beaucoup rebaissé en premier à cet endroit-là, eh bien, ça va probablement également être les premiers qui vont éventuellement être capables de baisser les taux d'intérêt. Et donc, c'est exactement ça qui a commencé à se concrétiser davantage dans les dernières semaines sur les marchés. Et si on regarde les taux d'intérêt maintenant là, pour la Suisse, eh bien, on voit qu'effectivement, ils ont pour les premiers dans ce cycle de baisse qui s'en vient, descendu donc les taux d'intérêt. C'est-à-dire qu'on était à 1,75 et on a descendu maintenant à 1,5 Mais ça, c'est quelque chose qui est arrivé quand j'étais dans le trade et vous allez voir comment ça s'est concrétisé par la suite. Donc, j'ai pris ma position, on va dire, en avance et en prévision du fait que c'était quelque chose qui aurait pu arriver. Et ça, c'est tout à fait normal. En tant que trader, le but, c'est de se positionner un minimum d'avance. On ne veut pas attendre que littéralement tout soit clair, noir sur blanc, parce que ça veut dire que tout le monde va déjà être dans le trade et à ce moment-là, on est en retard. Donc, on veut essayer de voir venir un petit peu les choses d'avance, encore une fois basé sur les probabilités. C'est ça notre travail en tant que trader. Et donc, si on revient au graphique, eh bien, quand on était aux alentours d'ici et quand on est revenu toucher la trendline, personnellement, je m'attendais que cette trendline-là soit probablement respectée et peut-être même qu'on allait être capable de remonter à partir de là. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, on s'attendait de plus en plus à ce que la Suisse donc baisse les taux d'intérêt et ça allait être négatif pour le franc suisse et donc ça allait faire monter la paire de devises. Essentiellement, pour faire simple, c'est ça l'idée. OK? Donc maintenant, si on avance un peu, on voit qu'effectivement, on a très bien respecté la trendline. Et si on zoome un peu plus juste ici, on va voir qu'il est arrivé quelque chose de très intéressant. C'est-à-dire que si on regarde la trendline baissière que j'ai juste ici, on va voir que tous les points sont de plus en plus bas. Donc, on a ça, 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 ça et ça. Et on voit donc que c'est tout le temps de plus en plus bas. Qu'est-ce qu'on peut voir ici? Eh bien, on peut voir qu'on a baissé jusqu'au niveau ici avec la trendline et le key level qui était d'ailleurs aux alentours d'ici également.
Et par la suite, on voit qu'on a remonté. Mais quand on a remonté, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? On a brisé au-dessus du dernier point haut. Et donc, qu'est-ce que ça nous montre? Ça nous montre que la tendance baissière qu'on avait débutée juste ici, eh bien, on venait de briser au-dessus de cette tendance baissière. Et donc, en soi, c'était quand même un signe plutôt fort qu'on allait probablement se retourner éventuellement à la hausse. Et donc ça venait, on va dire, confirmer un peu plus le fait donc que mon idée fondamentale, c'est-à-dire que le franc suisse soit les premiers à baisser les taux d'intérêt, eh bien, on voit que ça commençait tranquillement pas vite à se concrétiser. Maintenant, est-ce que j'ai juste acheté ici et vraiment croisé les doigts pour que ça l'explose? Non, OK, j'ai attendu une opportunité pour rentrer dans la position. Mais c'était donc, comme j'ai dit, le premier signe qu'on avait potentiellement un retournement, OK? Maintenant, un autre point sur lequel je veux attirer votre attention. Comme j'ai dit, ici, on regarde le dollar canadien contre le franc suisse. Là, j'ai beaucoup parlé du franc suisse, mais évidemment, on ne peut pas négliger le dollar canadien. C'est tout autant important. OK? Et donc, le dollar canadien, on pourrait également regarder les données économiques que j'ai sorties juste ici. On va se rendre compte notamment que l'inflation est encore un petit peu trop élevée par rapport à ce que la Banque centrale veut. Donc, on n'est pas autant avancé dans la baisse de l'inflation qu'on avait en Suisse. Donc déjà, ça nous montre que la Banque centrale va peut-être devoir laisser les taux d'intérêt élevés pendant plus longtemps. Et donc ça, c'est quelque chose qui est un petit peu plus positif pour la monnaie, ce qui aide donc dans l'idée que justement la paire de devises là, pourrait remonter. Donc, l'inflation était un petit peu plus forte. Il y a plein d'autres données, évidemment, que je regarde dans mon trading et que je pourrais aborder. La vidéo va peut-être être un peu trop longue si on s'en va dans tout ça vraiment en détail. Peut-être l'autre donnée que je pourrais vous montrer qui est quand même pertinente, là, c'est les Manufacturing PMI. C'est un très bon indicateur avancé qu'on appelle pour l'économie et de voir comment les choses vont évoluer. Si on regarde les PMIs en Suisse, on voit qu'on est à 44, ce qui est quand même faible, tandis qu'au Canada, on est encore aux alentours de 50. Donc ça aussi, ça vient un peu dans l'idée que, en Suisse, on avait un plus gros ralenti, on avait l'inflation qui avait bien rebaissé, donc c'est quand même logique qu'ils baissent les taux d'intérêt versus au Canada, où ce que l'inflation est encore trop élevée, l'économie roule encore beaucoup, ce qui va rendre justement la tâche de l'inflation qui veut rebaisser plus difficile, et donc ça fait que la Banque du Canada va probablement laisser les taux d'intérêt élevés pendant plus longtemps qu'en Suisse, et donc c'est ça qui nous donne la fameuse divergence de politique monétaire que j'ai mentionnée tantôt. Ce qu'on veut quand on trade le marché du Forex, c'est d'avoir deux devises où les politiques monétaires vont évoluer dans des directions opposées, c'est-à-dire le franc suisse où ce qui baisse les taux d'intérêt et au Canada où ce qui les maintiennent élevés pendant plus longtemps. On a donc une différence par rapport à la trajectoire des politiques monétaires et donc c'est ça qui crée une opportunité de trade sur le marché du Forex. C'est quelque chose qui est très important à comprendre. Donc bref, ça c'est pour le dollar canadien, mais il y a également un autre point important à prendre en considération pour le dollar canadien, c'est-à-dire le pétrole. Et oui, comme j'ai mentionné tantôt, le dollar canadien, c'est bel et bien une commodity currency qui est étroitement reliée au pétrole. Et donc, si ici, on regarde la date et qu'on s'en va voir le pétrole, donc on voit qu'on était le 1er mars 2024, on l'a juste ici là, sur l'axe horizontal. Eh bien, si on s'en va voir le pétrole, j'avais déjà préparé le graphique d'avance. Le 1er mars 2024, on est ici. Qu'est-ce qu'on a sur le pétrole? Eh bien, on voit que le pétrole, premièrement, mettons que je vous mets un petit peu plus en contexte encore une fois, côté fondamental, premièrement, pour le pétrole, je dirais qu'on n'est pas très haussier, mais on n'est pas non plus baissier. On est plus, en fait, neutre parce qu'il y a vraiment des raisons fondamentales qui viennent un peu se contredire et qui font que le pétrole fait vraiment du surplace depuis quand même assez longtemps, comme on peut voir. Mais même par rapport donc au fait qu'on est plus en temps de surplace sur du long terme, eh bien, on peut quand même observer des hausses et des baisses à l'intérieur donc de ce range. Et donc, c'est exactement ce que je regardais parce qu'on voit que le pétrole évolue vraiment entre le gros niveau technique qu'on a juste ici et celui-là. Donc, on est vraiment en train de faire du surplace là, au milieu de tout ça. Mais si on zoome un peu plus dans justement là, les derniers mois, eh bien, on peut voir que le pétrole avait fait un très gros niveau juste ici, qui est aux alentours des niveaux des 80, tout simplement. Donc, 80 $ par baril de pétrole. Okay? On voit là, qu'on avait vraiment un beau niveau juste ici qui était respecté. On avait également des points bas là, un petit peu plus tôt, donc en 2023. Et on voit là, qu'on essayait
de commencer de briser ce niveau-là. Moi, personnellement, mes attentes sur le pétrole à ce moment-là, donc il y a quelques semaines, étaient qu'on allait être haussier sur le pétrole. Tout simplement parce que, oui, on était dans une période de range où on avait plus du surplace, mais de plus en plus, on voyait des tensions géopolitiques et ces tensions géopolitiques-là font qu'à mon avis, le pétrole a quand même plus de probabilité de remonter vers cette extrémité du range et non de rebaisser jusqu'à ici. Okay? Donc concrètement, j'étais un peu plus haussier et on voit qu'à ce moment-là, eh bien, le pétrole semblait vouloir briser le gros niveau. Et donc, mon idée était que, OK, si on est capable de briser ce niveau-là, eh bien, probablement qu'on allait continuer de monter. Encore une fois, si je reviens sur ce trade-là, comme j'ai dit, je ne peux pas juste l'acheter ici, un peu n'importe où sur le graphique. Il faut attendre donc un setup de trade qui a plus de probabilité de fonctionner. Mais je gardais cette idée-là en tête. Donc, si le pétrole était vraiment capable de briser le niveau, eh bien, c'est quelque chose qui allait aider le dollar canadien. Et donc, si on prend tout ce que je viens de mentionner, on a des données au Canada qui sont encore trop fortes, ce qui fait que la Banque centrale va laisser les taux d'intérêt élevés pendant plus longtemps et on a le pétrole qui remonte. Donc, ces deux facteurs-là font que le dollar canadien est quand même fort. Et à l'inverse, on a la Suisse qui a un gros ralentissement, l'inflation a déjà très bien rebaissé et où ce qu'ils peuvent très bientôt commencer à couper les taux d'intérêt. Ça, c'était donc le raisonnement que j'avais à ce moment-là. Et donc, on a d'un côté le dollar canadien qui me semblait beaucoup plus haussier et on avait le franc suisse qui me semblait plus baissier. Et donc, ça fait qu'en mettant ces deux choses-là ensemble, eh bien, ça me donnait une idée haussière sur la paire CAD-CHF. Donc maintenant, au début mars, j'avais mon idée fondamentale. J'avais là tous les points qui commençaient à faire de plus en plus de sens. J'avais également à ce moment-là un autre trade sur une autre paire de devises reliées au dollar canadien qui venait un peu protéger dans un sens cette idée de trade. C'est-à-dire que ici, je regardais pour acheter le dollar canadien. J'avais déjà vendu le dollar canadien un petit peu plus tôt quand le pétrole n'arrivait pas à briser le niveau. Donc bref, ça faisait que j'avais aussi peu de risques en fait en allant vers ce trade. Bon, ça c'est quelque chose d'un petit peu plus avancé, mais concrètement, j'étais disons plutôt neutre au début, mais là avec le pétrole qui commençait à briser, je devenais de plus en plus haussier sur le dollar canadien. En gros, c'était ça mon point. Bon, maintenant, si on regarde un petit peu plus comment les choses ont évolué à partir d'ici, parce que c'est vraiment là que ça devient plus intéressant et que mon trade s'est éventuellement concrétisé. Donc là, on voit qu'on avait une très belle hausse, on brise au-dessus des points hauts juste ici, on brise la trendline, le fondamental se clarifie. Bref, à ce moment-là, je suis quand même pas mal haussier. J'attends juste une opportunité de prendre le trade, tout simplement. Donc là, le marché a commencé à faire une correction. On voit qu'on est revenu tester le niveau ici, qui avait très bien été respecté. Donc déjà, ça m'intéressait parce que je voyais qu'on respectait un peu le niveau. Donc, on voit qu'on commence à faire un peu de surplace. Il ne se passe pas grand-chose. On revient, encore une fois, tester le niveau et on voit qu'on a commencé à remonter. Ici, à ce moment-là, j'avais essayé un premier trade, c'est-à-dire le breakout de la trendline juste ici. Donc, j'avais pris une première position, mais cette position-là, je l'ai fermée à break-even, c'est-à-dire je n'avais pas de perte ni de gain assez rapidement parce que j'ai vu par la suite qu'on n'avait aucun momentum durant cette journée-là. Et souvent, ce qui arrive, c'est que quand on brise un niveau, mais qu'on n'est pas capable de continuer la même journée, souvent, on commence une plus grosse correction. Donc, c'est mieux de sortir du trade et d'attendre un autre breakout. Essentiellement, c'est ça l'idée. Ça, c'est vraiment basé là, purement sur mon expérience des 9 dernières années. Donc, voilà, fait que là, j'avais enlevé le trade assez rapidement et on voit que, effectivement, j'avais raison, c'est-à-dire qu'on a commencé une plus grosse correction, mais on voit qu'on respectait encore parfaitement le niveau technique juste ici et on avait même le croisement des trendlines aux alentours d'ici. Et donc là, ce que je commençais donc à regarder, c'était vraiment toute la structure qu'on a juste ici. OK, on voit là qu'on a vraiment une impulsion qu'on appelle. On est en train de faire une correction. Et donc, mon idée commençait vraiment là à se concrétiser parce que j'ai le début potentiellement d'une tendance haussière. Et donc, je me disais que si on est capable de briser comme ça à la hausse, eh bien, aux alentours d'ici, ça allait me donner une opportunité pour prendre le trade, tout simplement. Donc, si on avance un peu maintenant et qu'on essaie de voir qu'est-ce qui est arrivé, donc on voit que le marché n'avait pas fait grand-chose au début. On voit qu'on niaise un peu et on voit qu'on commence à briser aux alentours d'ici. OK? Et donc, c'est à ce moment-là que j'ai pris le trade. Si on regarde la date également,
je pense que je l'avais pris ici, si je ne me trompe pas, donc le 14 mars. Eh bien, si on s'en va voir, qu'est-ce qui est arrivé sur le pétrole? Et oui, parce que c'est important de suivre, évidemment, le pétrole tout au long de l'avancement de cette position. OK? Donc, si on regarde le pétrole, on voit que le premier breakout n'avait pas vraiment fonctionné. On voit par la suite que le marché n'a pas fait grand-chose pendant à peu près 2 semaines. Mais ici, on voit qu'on a une nouvelle tentative de breakout. On avait touché le niveau, on l'avait respecté, on avait baissé un peu, mais là, on voit qu'on est vraiment en train de breakout. Et donc, si on regarde la date de ce breakout, eh bien, surprise, on est le 14 mars aussi. Est-ce que c'est une coïncidence? Non. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les marchés financiers, eh bien, c'est un gros marché. C'est-à-dire que quand le pétrole augmente, ça impacte les autres marchés. Les autres marchés, quand ça bouge, ça impacte d'autres marchés et vice-versa. OK? Tout est interrelié. Et c'est pour ça que c'est super important eh bien, de comprendre la macroéconomie, d'avoir une idée générale des marchés, etc. On ne peut pas juste regarder un seul graphique et trader ça à longueur de journée en étant perdu sur qu'est-ce qui se passe dans le monde. C'est très amateur de fonctionner comme ça. On veut vraiment comprendre en général tout ce qui se passe et c'est souvent ça qui fait la différence d'ailleurs entre un trader particulier et un trader professionnel. Et c'est ça qui va également faire une différence au niveau des résultats, tout simplement. Donc bref, le fait que le pétrole ici était vraiment en train de breakout au même moment où j'avais un breakout sur 4 CHF, donc c'est-à-dire au-dessus de ces points hauts-là, juste ici, eh bien, c'est vraiment ça qui me donnait la confirmation que je voulais être dans ce trade-là et que je voulais saisir cette opportunité. Donc, quand j'ai vu le breakout juste ici, on peut d'ailleurs remettre là, les moving average qui sont des indicateurs que j'utilise et également là, le RSI et le MACD juste ici. On voit qu'on était au-dessus de tous les indicateurs, on était positif partout, donc ça c'était un autre signe quand même haussier. Et donc, bref, comme j'ai dit, c'est ici que j'ai pris ma position. Donc, je suis rentré dans la position aux alentours d'ici. Je pense que c'était un petit peu au-dessus de ce niveau-là, si je me rappelle bien. Donc, bref, ici. Et j'avais un stop loss en dessous du dernier point bas, juste ici, et un objectif à ce niveau-là. Donc, ça, c'était la structure de mon trade. On voit que ça me donne un risk-reward de 1,8 pour 1, ce qui n'est pas incroyable. C'est même un petit peu plus faible que la moyenne des risk-reward que j'ai, mais c'était quand même suffisamment intéressant pour prendre la position. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si, par exemple, sur ce trade-là, je décide de risquer 10 000 eh bien, je peux gagner 18 000 OK? Ou si je risque 1 000 je peux en faire 1 800 OK? Bref, c'est juste le ratio qui me montre c'est quoi donc le ratio entre ce que je vais risquer et ce que je vais potentiellement gagner, tout simplement. C'est un ratio qu'on veut optimiser. C'est, je vous dirais, le minimum va être de à peu près 1,5 pour 1. En dessous de ça, je ne vais jamais prendre le trade. Et évidemment, le plus qu'on a un bon risk-reward, le plus que ça devient intéressant, tout simplement. Donc bref, ici, c'était la structure du trade que j'avais. Et fait intéressant par rapport à ce trade-là, c'est un trade que j'ai pris durant ma semaine de vacances au Mexique. C'est le seul trade que j'ai pris quand j'étais en vacances et ce trade-là en lui-même a payé pour l'entièreté des vacances. OK? Donc ça, c'est quand même cool. Souvent, quand je suis en vacances, j'essaie de prendre un petit peu moins de position parce que veux pas, je suis un petit peu moins focus sur les marchés, ce qui est normal parce que justement, c'est ça l'idée. Mais ce trade-là, ça faisait longtemps que je le regardais. J'avais déjà mon idée fondamentale et tout ça. Donc, quand on a brisé, eh bien, j'ai décidé de prendre la position, tout simplement. Donc, j'ai pris le trade juste ici. Et par la suite, si on regarde comment j'ai géré ce trade-là, parce que c'est évidemment un point qui est très important aussi. Donc, on voit que quand j'ai pris le trade, par la suite, pendant quelques jours, il ne s'est pas passé grand-chose. On voit là, que le marché avait fait même du surplace et on voit que j'avais même été un peu en négatif juste ici. Okay? Donc, le trade n'avait pas fait grand-chose au tout début. Par la suite, on voit que le marché a vraiment bien décollé et on avait touché un premier niveau juste ici. Maintenant, est-ce que ce niveau-là était un niveau de prise de profit? Eh bien, pour moi, la réponse était non, tout simplement parce que là, on était vraiment, si on se remet encore une fois là, dans le contexte général, on était vraiment en train de briser au-dessus de la trendline long terme juste ici et potentiellement de se revirer même sur du long terme. Donc, est-ce que je vais prendre mes profits au premier petit niveau? Non. OK, mon idée, c'est d'avoir un retournement un peu plus conséquent que seulement ça. Donc, je n'ai pas pris de profit à ce moment-là. Mon objectif de profit, c'était plus en fait là, le niveau qu'on a juste ici. On voit là que c'est un niveau qui avait quand même bien été respecté à plusieurs reprises. Donc, c'est ce niveau-là que je visais, tout simplement. OK?
Donc, en gros, le trade a commencé comme ça. Par la suite, quand on a atteint ce niveau-là, par contre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réduit mon risque. C'est-à-dire que mon risque, initialement, je l'avais calculé avec ce point bas-là. Et maintenant, eh bien, je pouvais le déplacer en dessous de ce point bas-là, juste ici. OK? Donc, ça, c'était mon nouveau stop loss. Et là, on va voir qu'il s'est passé quelque chose de quand même assez surprenant avec ce trade-là. C'est-à-dire que quand on a touché ce niveau-là, eh bien, on s'est retourné de façon assez agressive et vraiment rapidement. Ce qui est arrivé, c'est qu'on avait eu des données de l'inflation pour le dollar canadien qui étaient un peu plus faibles qu'attendu, ce qui est plus négatif donc pour le dollar canadien, et c'est pour ça que la paire s'est retournée. Maintenant, quand j'ai vu ce mouvement-là, parce que là, on peut voir qu'on était très, très proche de me sortir du trade avec une perte, OK? Quand on avait redescendu juste ici, le trade avait été en profit, il avait rebaissé en négatif, et j'étais pas loin de me faire sortir de mon trade juste ici. Et quand j'ai vu ça, eh bien, je me suis tout simplement posé la question de, eh bien, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je sors d'avance? Est-ce que je respecte mon stop loss et je fais juste patienter pour voir qu'est-ce qui arrive? Eh bien, j'ai choisi cette deuxième option. Pourquoi? Parce que oui, les données de l'inflation pour le dollar canadien avaient été un peu plus faibles qu'attendu, mais est-ce que ça remettait en cause l'entièreté de l'idée de trade que je viens de vous expliquer, en plus qu'on avait le pétrole qui continuait de monter? Eh bien, la réponse est non. Donc, je me suis dit, à quoi bon essayer de micromanage le trade? Concrètement, ce que ça veut dire, c'est de trop gérer le trade quasiment et de ne pas lui laisser assez d'espace pour respirer. C'est quelque chose qui est quand même important en trading. Eh bien, je me suis dit, je vais juste patienter. Je vais attendre de voir qu'est-ce qui arrive et advienne que pourra, tout simplement. C'est ça le trading également. Des fois, on gagne, des fois, on perd. C'est la réalité des marchés, tout simplement. Donc, bref, ici, je n'avais rien fait et on voit au final qu'est-ce qui s'est passé. Eh bien, on est venu retester donc le niveau. On ne l'a pas brisé. C'est pour ça que j'étais resté justement là, dans la position. Et on voit par la suite qu'on a très bien remonté à partir d'ici. Et vous allez voir là, que par la suite, le trade est quand même allé assez rapidement à mon objectif de profit. Donc, on voit que le marché a monté un petit peu plus. On a finalement brisé le premier niveau, ce qui était un très bon point. Aux alentours d'ici, j'avais décidé de prendre à peu près 50% de mes profits. Pourquoi? Parce qu'on avait un événement de la Fed à 2 heures de l'après-midi qui était la conférence de presse qu'on a 8 fois par année. Et c'est un événement qui est très important. C'est un événement qui crée de la volatilité en général sur les marchés. Et plus que j'avais quand même un bon profit de sécuriser juste ici, eh bien, je voulais justement donc en prendre un peu. Et surtout, en fait, là, que d'ici à ici, je pouvais gagner un peu plus, mais surtout, je risquais quand même pas mal pour regagner ça. Donc, j'aimais mieux sortir du trade à moitié pour sécuriser un peu de profit au cas où qu'on allait se retourner. Et finalement, par la suite, eh bien, le trade s'est terminé le lendemain. Et là, peut-être que vous allez vous dire, mais c'est quoi cette énorme bougie qu'on a sur le graphique? Eh bien, c'est la nuit où la Banque centrale en Suisse a baissé les taux d'intérêt. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que le trade, en fait, j'étais positionné sur l'idée qu'ils allaient peut-être baisser les taux d'intérêt. Et le trade s'est terminé avec cet événement-là, justement. Et ça, c'est quelque chose qui arrive assez souvent dans mon trading, c'est-à-dire qu'encore une fois, mon but, c'est d'essayer de voir un peu venir d'avance les changements macroéconomiques. Et c'est là-dessus souvent que je vais me positionner là, pour prendre mes trades. Au final, on voit que le marché a dépassé mon objectif de profit et que pour l'instant, si je reviens au moment présent, on voit qu'on est même au-dessus du niveau que je visais. Mais encore une fois, ben, c'est quelque chose qui est normal. Je veux dire, c'est ça le trading. OK, on n'a pas tout le temps les trades parfaitement au meilleur moment. Et c'est la même chose aussi pour les stop-loss ou les objectifs de profit. Je ne vais pas tout le temps sortir de mon trade au meilleur moment avant que ça se retourne. Ça se peut très bien que je prenne mes profits puis que le marché continue de monter. C'est des choses qui sont, encore une fois, tout à fait normales. Il faut juste accepter cette réalité-là quand on fait du trading. Donc bref, j'étais sorti un peu du trade ici et ici. Et donc, concrètement, c'est comme ça que le trade s'est concrétisé. Donc, ça fait pas mal le tour pour les explications sur le trade là, de CAD CHF. Donc, très beau trade, rien de si particulier au final là, comme opportunité, mais je voulais vraiment donc enregistrer une vidéo aujourd'hui où je vous montrais un peu plus en détail une position et vraiment en fait là, vous expliquer tout simplement comment qu'on réfléchit en tant que trader professionnel. J'espère vous avoir également montré aujourd'hui que du vrai trading, ça va beaucoup plus loin
que ce que souvent on va voir sur Internet. OK? Le trading, c'est pas de juste prendre un graphique, tracer 2, 3 lignes, puis acheter et vendre quand ça touche les lignes. OK? C'est beaucoup plus compliqué. Il faut utiliser la macroéconomie. Il faut pousser ça plus loin que la majorité des gens. C'est exactement comme ça, justement, qu'on peut être rentable et avoir des meilleurs résultats. Donc bref, c'est pas mal ce qui fait le tour pour la vidéo d'aujourd'hui. Si vous voulez justement soit vous lancer en trading ou améliorer vos résultats si vous en faites déjà, mais que vous n'êtes pas profitable comme vous l'aimeriez être, à ce moment-là, je vous invite à regarder le lien dans la description de cette vidéo. Vous allez y trouver une autre vidéo de présentation de qu'est-ce qu'on fait au sein du programme de coaching et comment on peut vous aider pour devenir rentable sur les marchés. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse, allez regarder ce lien-là et vous aurez même la possibilité de planifier un appel avec moi ou un membre de mon équipe pour en discuter davantage. Sinon, guys, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Comme j'ai dit au début, mettez-y un like et là-dessus, je vais tout simplement vous retrouver dans la prochaine vidéo.